Voilà, veuillez m'excuser pour ce petit problème technique. Monsieur le Président, cher Jean Noriuki, messieurs les ambassadeurs, messieurs les présidents d'associations et autres... Ah, excusez-moi. Ça marche? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Donc, chers collègues, chers enseignants, tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis heureux et honoré, surtout, d'avoir été invité à ce congrès. Honoré aussi que soit invité un francophone, certes natif, mais d'une toute petite région, moins d'1% des francophones du monde, où un français périphérique est parlé, une langue dont un journaliste de chez nous a pu dire que nous n'étions que locataires, une langue par rapport à laquelle nos écrivains ont dû souvent se situer. Par exemple, au XVIIIe siècle déjà, ce sentiment de périphérie qui existait dans la bouche de Jean-Jacques Rousseau, en l'occurrence. Bon, vous savez que Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile, a retourné un petit peu ce discours, et en associant finalement le parler plus campagnard à l'innocence, à l'honnêteté, etc. D'ailleurs, au XVIIIe siècle déjà, d'autres auteurs prenaient position également avec une certaine virulence, revendiquant en quelque sorte déjà le droit à la diversité. C'est le cas par exemple d'Isabelle de Charrière, et je vous laisse découvrir cette lettre à Chambrier-Dolère, écrite en 1799. Lettre assez violente. Alors voilà, j'ai été invité ici pour cette conférence introductive, donc pour parler à la fois de l'écologie du français et de diversité des langues. Vraisemblablement, effectivement, un petit peu parce que je viens d'un pays périphérique, expression de la diversité, certainement aussi parce que j'ai travaillé sur ces questions de diversité et de plurilinguisme. Toutefois, je dois dire, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie des langues ou de l'écolinguistique, mais ça m'a interpellé. Et le titre nous interpelle, je crois qu'il faut le prendre au sérieux, et nous amène peut-être aussi à poser quelques questions un peu plus dérangeantes, comme on va le voir. Donc, comme cela a été dit en introduction, et avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être deux mots. Je travaille personnellement à l'Institut de recherche et de documentation pédagogique en Suisse romande, en Suisse francophone. C'est un institut, donc, au service des autorités de politique scolaire pour mener un certain nombre de recherches, d'expertise et effectuer également un travail de veille, de documentation. Alors, l'écologie des langues et la diversité. L'écologie, finalement, d'après les lectures que j'ai pu faire et de ce que je connaissais, comporte deux facettes. D'une part, l'observation des langues dans leur écosystème, dans leur milieu, et plus globalement, l'observation des relations entre les langues. C'est ce qu'on pourrait considérer comme la facette scientifique de l'écologie. D'un autre côté, l'écologie est interventionniste, souvent, c'est-à-dire qu'elle agit sur le milieu, sur les langues, dans une perspective de gestion, d'action, afin de défendre les droits, afin de renforcer la transmission, de préserver les langues, voire de les revitaliser.
C'est là donc la facette de politique linguistique et éducative qu'on appelle également aménagement linguistique. Ce qui ressort au bout du compte, c'est quand même l'idée d'une action fondée sur les connaissances. Alors je vais commencer par, finalement cela nous amène à une question de base. Comment envisager l'enseignement du français au XXIe siècle dans une perspective écologique, c'est-à-dire qui tienne compte de la diversité, qui la valorise et la soutient, tout en assurant, voire en renforçant l'efficacité des apprentissages. En fait, cette question en appelle d'autres, un petit peu plus gênantes. Comment concilier finalement l'idée de promotion de la langue française, dont la FIP, par exemple, est porteuse, de diffusion de la langue française, avec cette volonté de maintien de la diversité? On voit bien que finalement, on est pris entre une volonté de promotion, une volonté de diffusion, et ce sentiment de concurrence entre les langues. Il a été question juste auparavant de savoir pourquoi l'espagnol était mieux apprécié aujourd'hui que le français, pourquoi l'anglais monte, le chinois, etc. Tous ces jeux qui sont finalement des concurrences entre les langues. Alors, est-ce que finalement l'écologie, quand on observe la situation, va se résumer à une lutte pour des niches économiques de diffusion de langues et d'enseignement des langues? Ou est-ce qu'on arrive à trouver une autre manière, plus équilibrée, plus harmonieuse, de faire cohabiter toutes les langues et tous les enseignements? Voilà une manière un peu différente de poser la question. Quand on parle d'écologie du français, finalement, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est l'écologie à l'intérieur du français, ou c'est l'écologie entre le français et les autres langues? Vous savez que la France n'a toujours pas signé la charte des langues minoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire que l'écologie dans ce cas-là? Voilà quelques questions un peu dérangeantes, je l'avoue, mais qui nous sont adressées en quelque sorte par l'intitulé du colloque. Ensuite, la diversité. D'accord, la diversité. Mais comment la diversité? Que faire avec cette diversité? Est-ce qu'il va s'agir de, un peu comme on met des objets au musée, d'observer la diversité, oui, comme des objets dans un musée? Ou est-ce qu'il s'agit de la revivifier en donnant aux langues, dans le contexte où l'on se trouve, en donnant aux langues qui s'y trouvent, l'occasion de participer aux apprentissages, au développement, etc. Autrement dit, quel est le statut qu'on va donner à toutes les langues qui relèvent de cette diversité? Je vais donc tenter d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions en me basant sur l'exemple de l'école suisse, avec cette question également provocante que j'ai posée un peu à la légère peut-être quand j'ai dû donner un titre. Est-ce que l'école suisse peut contribuer au développement d'une écologie des langues? Alors avant de parler vraiment de l'école suisse, quelques mots sur la Suisse et de l'écosystème de la Suisse. La Suisse est un pays quadrilingue. J'aurais voulu vous faire écouter peut-être les autres langues de la Suisse, mais il y a un petit problème technique. Donc, il y a la région francophone, ici en violet, environ 20% des 8,5 millions d'habitants. En orangé, la partie germanophone, allemand. En vert, la partie italophone. Et en jaune, répartie en petites zones, la partie romanchophone, dans laquelle on parle le romanche, ou plutôt l'une des 5 variétés de romanche qu'on recense en Suisse. Voilà donc un pays fondamentalement quadrilingue. La Suisse
ne se définit pas par une langue. Personne ne parle suisse. Hein? C'est évident, on le sait, mais je crois que c'est important de comprendre qu'on a un pays qui vit sur cette idée du plurilinguisme, même si la politique linguistique, fondée sur deux principes qui sont la territorialité et la liberté de la langue, je vais y revenir tout de suite, n'impose pas aux locuteurs d'être plurilingues. Autrement dit, la Suisse est plurilingue, mais les Suisses ne le sont pas nécessairement. Ces deux principes, la territorialité et la liberté de la langue, font que chaque citoyen est libre d'utiliser la langue de son choix. Par contre, dans les différentes régions linguistiques, une seule langue est officielle. Le français en Suisse romande, l'allemand en Suisse alémanique, l'italien au Tessin, et pour le romanche c'est un petit peu différent, c'est une langue semi-officielle, donc elle est officielle pour les rapports entre la Confédération et le canton, mais le canton est plutôt germanophone. Voilà un peu cette situation, mais je ne serais pas complet si je n'ajoutais pas... Ah, voilà, j'ai mis un petit texte en romanche, excusez-moi, j'ai oublié, puisqu'il n'y a pas la musique, mais il y aurait une petite chanson en romanche pour que vous puissiez écouter cette langue finalement assez rare. Mais la Suisse est plus qu'un pays quadrilingue, beaucoup plus, puisqu'il y a des dialectes très vivants en Suisse alémanique, le Schweizerdeutsch, qui se répartit lui-même en plusieurs variétés, le Baslerdeutsch à Bâle, le Zürichdeutsch à Zurich, le Berndeutsch à Berne, etc. Des dialectes qui, en revanche, en Suisse romande, comme dans les pays francophones voisins, comme en France, sont presque en voie de disparition. Les dialectes sont relativement vivants également au Tessin. Mais il y a également de très nombreuses langues liées à la migration. Et puis, enfin, l'anglais, qui, comme partout, occupe une place importante en Suisse. Donc, on pourrait dire que finalement, malgré cette pluralité des langues, ça marche pas mal en Suisse. Ça marche pas mal, surtout si on compare, par exemple, à la Belgique ou à d'autres pays où les relations entre les langues sont beaucoup plus conflictuelles. Ça marche pas mal, on cohabite. Quelqu'un a pu dire un jour, oui, je vais le dire juste après, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques problèmes. J'en citerai 5. Tout d'abord, le poids de la majorité alémanique. Les romans, les italophones ressentent souvent comme une menace cette domination de la partie alémanophone. Comme le montre cet exemple, la traduction qui n'est pas toujours bien faite dans notre pays. J'ai repris traduire, c'est trahir, mais pour ceux qui comprennent l'allemand et l'italien, vous allez certainement voir qu'elle pose un peu problème. Ça vient d'un magasin très connu chez nous, donc Schweizer Bratbutter. C'est des saucisses à rôtir typiques de la Suisse, mais c'est devenu des beurres à rôtir suisses, et surtout en italien, burro per arrostire svizzeri, pour rôtir les Suisses. Donc vous voyez qu'il y a quelques dangers à la traduction. Ça a une petite illustration de ces mini-conflits qu'on a en permanence dans notre pays. Et ensuite, je l'ai dit, le statut des patois, avec une régression en Suisse romande, mais une montée en Suisse alémanique, qui sont très importants. Et par exemple, maintenant, un canton, Zug, a imposé le suisse allemand à l'école, au début de l'école obligatoire. Ce qu'on appelait avant le jardin d'enfants. Troisième problème, la situation du romanche et, dans une moindre mesure, de l'italien, qui sont des langues menacées. Quatrième problème, la progression de l'anglais. Et enfin, je dirais, problème crucial aussi, le taux d'échec scolaire chez les enfants issus de la migration. Or, la Suisse, la Confédération et les cantons ont pris un certain nombre de mesures pour essayer de contrer
ces choses-là. On a voté, par exemple, en 2007, une nouvelle loi des langues qui confortait les principes de territorialité et de liberté. La Confédération prend des mesures également en faveur d'une meilleure intégration des migrants, etc. Il y a également les travaux scientifiques qui soutiennent cette politique. Ah, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Je n'ai pas dit la phrase avant, je l'avais sur ma diapositive, mais on entend parfois en Suisse que les Suisses s'entendent bien parce qu'ils ne se comprennent pas. J'en viens maintenant au système scolaire, parce que le temps passe très vite. D'abord, donc, j'ai parlé de l'écologie, il va d'abord falloir donner quelques observations. Il va d'abord falloir observer la situation pour ensuite, éventuellement, agir. Alors, au niveau de l'observation, un fait massif, c'est l'importance prise par les langues de la migration dans nos écoles. Là, vous avez un tableau pour le canton de Genève, où vous voyez l'importance de langues extrêmement diverses. Il y a plus de 100 langues dans les écoles genevoises, représentées. Donc, des enfants qui parlent une autre langue à la maison, qui disent parler une autre langue à la maison, en tout cas, avec, vous voyez, le portugais, l'espagnol, etc. Dans le canton de Neuchâtel, parmi les 10 noms les plus fréquents, 4 sont portugais. Aussi. Donc, ça donne une idée de l'importance de ces phénomènes qui obligent, bien entendu, le système scolaire à évoluer, à prendre des mesures, à s'adapter au milieu dans une perspective écologique. Donc ça nous amène à poser à nouveau, merci beaucoup, un certain nombre de questions à l'école. Combien de langues enseigner? Alors avant, il a été question de savoir quel statut donner à la troisième langue, pour qu'il reste quelque chose. La question, effectivement, se pose. Quelle langue enseigner, bien sûr? Et pourquoi? Pourquoi on enseigne les langues? Question pas si anodine, j'y reviendrai dans quelques minutes. Et enfin, bien sûr, comment? Mais aussi, toujours dans notre perspective écologique, quelle place, quel statut pour le français? Pour les langues de la migration, pour les langues régionales, pour les patois, etc. Plus généralement encore, on peut se demander comment gérer la pluralité, la diversité linguistique et culturelle, qu'elle soit dans la classe ou dans la société. Est-ce qu'il s'agit de l'ignorer, comme cela a été longtemps le cas dans beaucoup de nos pays? Est-ce qu'il s'agit de la reconnaître, ou mieux encore de la valoriser? Mais comme je l'ai dit avant, pour en faire quoi? Bref, quelle éducation linguistique citoyenne dans ce nouveau contexte? Vous savez bien, dans nos sociétés occidentales, mais je connais moins évidemment la situation de l'Asie, mais dans les sociétés européennes, on connaît d'importants phénomènes de repli identitaire aujourd'hui qui s'opposent à cette ouverture au plurilinguisme, à l'altérité, à l'interculturel. Donc toute notre réflexion dans ce colloque devrait s'inscrire dans ce genre de questionnement. Alors je viens maintenant un peu à ce qu'a fait concrètement l'école en Suisse, en reprenant très rapidement un parcours historique marqué par quelques faits importants. Alors, le point de départ, c'est une situation qu'on connaît un peu partout, c'est-à-dire qu'on a un enseignement jusqu'aux années 70, jusqu'au moment des grandes réformes. Vous remarquez que j'ai dit 70, et non 70. Petite variation régionale que j'ai de la peine à rafréner. Donc, jusqu'aux années 70, on avait un enseignement du français langue maternelle, comme si le français était la langue maternelle de tous les élèves, alors qu'on avait déjà une population de migrants italiens et espagnols extrêmement importante. L'allemand est langue nationale et enseignée, en primaire, l'anglais est enseigné au secondaire. Mais,
Chaque langue est enseignée de manière séparée des autres, est envisagée isolément, et tout particulièrement le français, malgré qu'il ait dit qu'il faut une pédagogie qui part des variétés du français maîtrisées par l'enfant. Les manuels non plus ne tiennent aucun compte de la pluralité linguistique et culturelle des classes. Cela perdure, je dirais, jusqu'au début des années 90, je fais un effort, et j'ai appelé cette diapositive de la découverte des langues liées au processus migratoire aux premières décisions de politique éducative. En 1991, la conférence intercantonale des chefs de l'instruction publique, en Suisse, on n'a pas de ministre de l'éducation, on a un ministre par canton, donc 26 ministres. Et quand ils se retrouvent, ils prennent un certain nombre de décisions, dont celle-ci. Décision forte d'intégrer tous les enfants de langue étrangère vivant en Suisse dans les écoles publiques en évitant toute discrimination. Il faut savoir que cet acte est extrêmement fort, dans la mesure où, à cette époque-là, on connaissait encore en Suisse ce qu'on appelle le statut de saisonnier, c'est-à-dire que les travailleurs osaient venir pendant une certaine période, mais n'osaient pas amener leur famille. Néanmoins, beaucoup d'entre eux avaient amené leur famille, qui vivaient en quelque sorte cachés, et pourtant, dans certains cantons, par exemple le mien, Neuchâtel, ou dans le canton de Genève, ces élèves étaient tout de même scolarisés. Ils n'existaient pas, ils étaient clandestins, mais ils allaient à l'école comme si de rien n'était. Donc, vous voyez bien que là, l'acte est fort, justement, de reconnaître que tous les enfants, quel que soit leur statut, ont droit à aller à l'école. Et en plus, dans le respect du droit de l'enfant au maintien de la langue et de la culture du pays d'origine. Je passe ici. Il y a donc ces premières mesures. Puis, deuxième fait marquant que j'aimerais mettre en évidence, au tournant des années 2000, il y a eu une sorte de crise nationale, car un canton, le canton de Zurich, le plus important en termes de population et d'économie, a décidé unilatéralement de ne plus enseigner le français en premier, mais l'anglais, et de reporter le français au secondaire. Vous voyez que cette décision, pour la cohabitation des langues dans le pays, est d'une importance considérable. Qu'est-ce qui se passera-t-il si on n'apprend plus la langue de nos voisins, si les germanophones n'apprennent plus le français, si les francophones n'apprennent plus l'allemand, mais que tout le monde apprend d'abord l'anglais? Donc il y a eu une crise des réactions violentes qui se prolonge encore aujourd'hui, il faut bien le dire, et ça a forcé à repenser l'enseignement des langues et la cohabitation des langues en Suisse. Il en est découlé un Gesamtsprachenkonzept, un concept général pour l'enseignement des langues, rédigé par un groupe de linguistes et de politiciens, et dans la foulée de ce Gesamtsprachenkonzept, une stratégie entérinée par les politiques, par cette conférence des chefs de département, qui constitue une sorte de compromis très helvétique. On emploie souvent la formule la Suisse est la championne des compromis. Deux langues au choix. Chaque canton peut choisir la langue qu'il va enseigner en premier. L'anglais ou le français. L'allemand ou l'anglais, etc. Mais les deux langues seront enseignées dès le primaire et les élèves devront avoir atteint le même niveau dans ces deux langues à la fin de la scolarité obligatoire. C'est vraisemblablement un peu optimiste, surtout du côté germanophone, si l'on pense que l'anglais est une langue germanique, donc relativement proche à certains égards de l'allemand, en tout cas bien plus proche que ne l'est le français. Mais ce Gesamtsprachenkonzept, outre qu'il a promu cette idée de deux langues dès l'école primaire, a proposé un certain nombre d'autres mesures qui me paraissent très importantes dans la perspective justement d'une écologie des langues. Tout d'abord, à l'article 8, l'enseignement de l'ensemble des langues figurant dans les plans d'études,
y compris la langue nationale locale, c'est-à-dire pour nous, par exemple, en Suisse francophone, le français, s'inscrit dans le cadre de didactique des langues coordonnées. Alors vous remarquerez qu'on ne parle plus de la langue maternelle, mais de la langue nationale locale, et puis qu'en quelque sorte, on rapproche cette langue des autres langues enseignées. Donc, cela implique un décloisonnement, à l'opposé de la première diapositive que j'ai présentée il y a quelques minutes. Peu après, en 2003, c'est cette fois les politiciens du canton roman qu'on fait une déclaration de la CIP, c'est-à-dire cette fois c'est la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, qui a fait une déclaration importante relative à la politique de l'enseignement des langues en Suisse romande. Et vous voyez que ça va tout à fait dans la même direction. En plus de l'enseignement du français, langue locale, tous les élèves bénéficient au cours de leur scolarité obligatoire d'un enseignement de l'allemand et de l'anglais. C'est le Gesamtsprachenkonzept. L'enseignement d'au moins une langue étrangère se poursuit au niveau secondaire 2. En parallèle à ces enseignements, il est offert aux élèves des occasions de contact avec d'autres langues. L'enseignement des langues est orienté vers une approche centrée sur les processus d'apprentissage des élèves. Il participe au développement chez l'élève de compétences de communication opérationnelle dans plusieurs langues. Donc, voyez, on parle cette fois de compétences de communication opérationnelle. Dans plusieurs langues, le terme de plurilinguisme apparaît. On va faire ça évidemment dans un curriculum intégré. Et si on regarde maintenant, et par rapport à ma question sur la place des langues, voilà ce qui est dit dans cette déclaration. L'enseignement du français, non plus langue maternelle, mais langue véhiculaire et de culture du lieu, ainsi que langue d'intégration, est objet d'une attention particulière tout au long de la scolarité, de l'école enfantine à la fin du cursus de formation. Donc vous voyez que le français garde une place centrale, mais il fait partie d'un tout des langues et il n'est plus considéré comme une langue maternelle. Ce qui a des conséquences importantes pour l'enseignement, parce que ça devrait vouloir dire en tout cas, qu'on ne peut plus tout à fait enseigner le français comme si les élèves finalement le savaient déjà. Ce qui se passe quand on enseigne la langue maternelle, bien souvent. Et je ne parle pas de l'orthographe ici, bien sûr, mais je parle de la langue orale, par exemple. Les élèves entrant à l'école, les élèves qui ont le français comme langue maternelle, savent parler. Deuxième point, l'article 7, les langues de la migration ont également leur place dans le cadre d'une approche coordonnée de l'enseignement-apprentissage des langues. On verra ce que ça peut donner. Enfin, les moyens d'enseignement intègrent des éléments permettant d'établir des ponts avec les autres langues et d'instaurer les bases d'une didactique intégrée. Dans le même esprit, des modules de type éveil aux langues sont également proposés. Vous voyez qu'ici, on a l'affirmation de la pertinence de certaines innovations didactiques dans un discours politique. Et cela est évidemment très important dans la mesure où le politique là, a un rôle fondamental à jouer de partenaire. Cela a donné lieu finalement en 2010 à un nouveau plan d'études, le nouveau plan d'études roman pour l'enseignement, qui va tout à fait dans le même sens, mais j'aimerais juste m'arrêter peut-être sur ce point. Toutes les langues dans ce curriculum sont intégrées dans un même vaste domaine qui s'appelle langue. Et chaque langue, après, est décrite, les objectifs d'apprentissage sont décrits selon 8 axes thématiques, dont l'un est intitulé « Approche interlinguistique » et se décline de cette manière-là. Identifier l'organisation et le fonctionnement de la langue par l'observation et la manipulation d'autres langues, en envisageant le développement des langues dans l'espace et le temps, en établissant des liens entre différentes pratiques culturelles et linguistiques, etc. Alors il est important de voir que ces décisions politiques
qui ont une dimension écologique d'une certaine manière, ont été prises en s'appuyant sur des apports de la didactique. Je n'ai pas le temps ici de les développer, mais je voudrais simplement les signaler. Il y a eu, dans les années 80, la pédagogie intégrée de Eddy Roulet. Peut-être que ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous. On parlerait aujourd'hui plutôt de didactique intégrée, mais on avait là vraiment une première brèche dans ces enseignements cloisonnés des langues. Ensuite, il y a eu les travaux sur le bilinguisme qui ont montré, par exemple, l'importance des code switching, de l'adaptation à l'interlocuteur, de la capacité, par exemple, du locuteur natif à simplifier sa langue, à reformuler pour faciliter l'apprentissage de l'alloglotte. Il y a eu les travaux dans le domaine de l'enseignement bilingue, les travaux du Conseil de l'Europe, bien sûr, autour du cadre européen de référence, autour du portfolio, de la compétence plurilingue et interculturelle, etc. Il y a eu également tout ce qui s'est développé autour de ce qui s'est d'abord appelé Language Awareness en Grande-Bretagne, autour de Hawkins, puis éveil aux langues plutôt, ou éveil au langage, lorsque le courant est passé en Europe, en Europe, oui, on peut le dire maintenant, en France d'abord, en Suisse, en Allemagne, où on parle de Begegnung mit Sprachen, etc. Donc ce mouvement, l'éveil aux langues, dont je reparlerai demain plus longuement dans mon atelier. Ensuite, il y a l'intercompréhension entre les langues parentes, courant extrêmement important, qui joue sur le fait qu'entre des langues parentes, comme par exemple l'espagnol et le français, pour revenir aux deux langues qu'on mettait en concurrence auparavant, entre l'espagnol et le français, il y a une assez bonne intercompréhension. C'est-à-dire qu'on peut appuyer très fortement l'apprentissage de l'une des deux langues sur ce que l'on connaît de l'autre. Et l'une des dernières décisions politiques qui a été prise en Suisse, elle date d'il y a 2 mois, en Suisse romande, c'est... Bon, donc on a l'allemand et l'anglais comme langue enseignée, mais c'est de rendre obligatoire maintenant au secondaire 1, donc des élèves de 10 à 14 ans, l'italien, donc 3e langue, mais non pas par un enseignement traditionnel comme on enseigne l'anglais ou l'allemand, même si là l'enseignement devrait être coordonné, intégré, etc. Mais pour l'italien, on va travailler avec une méthode intercompréhensive et sous la forme de 1 ou 2 semaines intensives. Vous voyez? Donc on va faire un enseignement intensif avec des démarches d'intercompréhension. C'est-à-dire qu'on va jouer sur quelque chose qui a été combattu pendant longtemps par les enseignants, par les didacticiens aussi, qui sont les interférences. Au contraire, on va jouer ici sur les similitudes, non pas sur les faux amis, mais sur les bons amis. Et les calculs ont été faits, par exemple, entre l'italien et le français, les bons amis sont bien plus nombreux que les faux amis. Enfin, il y a plein d'autres démarches qui se développent aujourd'hui, les sacs d'histoire, les biographies langagières, les textes identitaires. Je n'ai pas le temps d'entrer dans une présentation de ces différents courants qui tous contribuent à mettre en place finalement une approche différente de l'enseignement des langues avec une prise en compte de la diversité. Alors, je souhaite terminer cette présentation en évoquant 8 thèses qui paraissent des objets de discussion. C'est un peu provocateur à nouveau, mais des objets de discussion qui pourraient nous être utiles lors de ce congrès. D'abord, point 1, l'école se doit de prendre en compte la diversité des langues. Non, mais ça c'est bon, on pourra tous être d'accord, là c'est assez consensuel. Mais non seulement en la reconnaissant, ou même en la valorisant, c'est beau l'italien finalement, c'est très joli, le romanche c'est magnifique, etc., mais en développant des démarches d'apprentissage qui s'appuient, en partie au moins, sur cette diversité. Vous voyez que là le défi est bien plus important. Cela signifie
qu'on va en quelque sorte légitimer ces langues en leur donnant un statut scolaire. Elles contribuent aux apprentissages. Elles ne sont pas juste des pièces dans un musée. Hein? Comme je me posais la question avant, elles participent de l'apprentissage. Alors, j'aurais souhaité vous donner un exemple ou l'autre, mais peut-être très rapidement. Une idée d'activité, par exemple, nous est venue en écoutant à la radio, tout simplement, un écrivain italien qui disait, italien donc langue apparentée au français, hein, j'ai toujours eu une peine énorme avec l'orthographe du français, comme beaucoup d'autres, hein, vous me direz, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je pouvais m'appuyer sur ma première langue pour savoir comment écrire en français. Puisque, en italien ou en espagnol, ou en portugais d'ailleurs aussi, généralement, les IN ou les IM ou les AIN, etc., se réalisent différemment et s'entendent. Il a été aussi question dans l'exposé précédent du pluriel. À nouveau, le pluriel s'entend en espagnol, en italien, il ne s'entend pas en français. Donc là, on a une possibilité de se servir de ces connaissances dans une autre langue, de se servir de la diversité pour mieux apprendre le français en l'occurrence. Deuxième point, l'enseignement des langues doit viser, ainsi qu'il y invite notamment le Conseil de l'Europe, une véritable éducation plurilangagière. J'ai posé la question avant, pourquoi enseigner les langues? Voilà un élément de réponse. Il s'agit de promouvoir une éducation plurilangagière qui inclut non seulement l'apprentissage pratique de plusieurs langues, ce que dans le guide pour les politiques linguistiques du Conseil de l'Europe, on appelle la formation plurilingue. Donc on apprend une langue, 2 langues, 3 langues à l'école, etc. Mais également une éducation au plurilinguisme. Vous voyez qu'on se rapproche plus ici de quelque chose qui participe de l'éducation à la citoyenneté, dont on a certainement aussi bien besoin aujourd'hui, et l'école doit jouer un rôle important à cet égard. Donc vous voyez que ce qu'on pourrait considérer comme une conception additive du plurilinguisme est nécessaire, mais pas suffisante, si elle n'est pas complétée par une approche intégrative. Troisième point, certaines approches didactiques développées ces dernières années et désormais groupées sous le terme d'approche plurielle, le terme est emprunté à Michel Candelier, proposent d'ores et déjà des pistes concrètes allant dans cette direction d'une éducation plurilangagière. Ces démarches, ces approches, c'est l'éveil aux langues, c'est l'intercompréhension entre langues parentes, c'est la didactique intégrée, c'est les sacs d'histoire, c'est les biographies langagères, etc. Il y a plusieurs démarches qui peuvent participer vraiment de cette nouvelle manière de concevoir l'enseignement des langues. Mais, et c'est le point 4, il importe que les démarches et activités mises en œuvre dans le cadre de ces nouvelles manières de procéder, d'enseigner, doivent conduire à de véritables apprentissages. Ça ne doit pas être juste des activités qu'on fait parce que c'est sympathique. Et à nouveau, vous voyez toujours cette peur de la folklorisation, en quelque sorte, de la diversité. Il s'agit qu'il y ait de l'apprentissage, qu'on apprenne quelque chose, qu'il y ait donc des finalités, des objectifs explicites. Il est important de savoir ce qu'on fait quand on développe une activité, etc. Oui, il faut vraiment que j'aille à la fin. Hein. Donc je vais passer sur les instruments qui nous permettent de clarifier ces objectifs. Il existe aujourd'hui un certain nombre de référentiels, le CECR, le REFIC, le CARAP, etc. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces courants. Si jamais vous pouvez m'interpeller, on peut en discuter à un autre moment, et j'en parlerai également évidemment un peu demain matin dans mon atelier. Cinq, parmi ces démarches, l'intercompréhension présente un intérêt particulier du point de vue de l'écologie linguistique, parce qu'elle offre des pistes intéressantes pour un compromis entre gestion de la diversité et réalisme socio-économique. Je m'explique. C'est François Grain,
un économiste des langues qui a développé cette idée. Par exemple, au niveau de l'Europe, il y a 28 langues. Ça a un coût exorbitant au niveau des traductions. Mais on voit bien que personne ne voudrait qu'on ne conserve que l'anglais ou que l'allemand ou que le français. Que faire? On pourrait peut-être passer par les familles de langues, les langues romanes, puis traduire une fois un texte en espagnol, une fois un texte en italien, une fois en français ou même en roumain. L'accès à ces textes ne serait pas si compliqué pour les locuteurs romanophones. De même, entre l'allemand, le hollandais, peut-être les langues scandinaves d'un autre côté, mais qui sont aussi germaniques, etc. Donc vous voyez, c'est un intérêt particulier des démarches d'intercompréhension. Et enfin, les 3 derniers points, la prise en compte des contextes et de la diversité des langues suppose de remettre en question certaines représentations qu'on a de la langue française, notamment relativement à la norme. Dans la mesure où on est face à une pluralité de langues, on ne va pas toutes les apprendre avec des finalités semblables. Certaines, on va les apprendre juste pour les comprendre, d'autres, on va les apprendre pour les parler avec aisance, d'autres, on va vouloir devenir traducteur, etc. Vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir les mêmes exigences par rapport à ces diverses finalités. De même, on ne peut pas évaluer de la même manière. Par exemple, quand on donne des cours de langue chez nous, un ressortissant de l'Inde, pour lequel le français est sa 5e ou 6e langue, d'un élève de la région qui aurait le français pour langue maternelle. 7e point. Ces nouvelles approches supposent également de remettre en discussion certains principes largement partagés de la didactique des langues. Par exemple, qu'on doit tout faire, par exemple, qu'on doit éviter absolument les interférences, etc. Enfin, 8. Les différentes composantes de l'écosystème scolaire, autorités, didacticiens, enseignants, doivent toutes à leur niveau participer à ce processus. Alors, en conclusion, un élément de réponse à ma question de départ, en Suisse, on voit qu'un certain nombre de choses se sont faites, aussi parce qu'il y a eu participation de l'ensemble des partenaires, des autorités politiques, des enseignants, des didacticiens, des linguistes, etc., qui tous ont apporté une pierre à cet édifice et qui permet d'envisager un certain nombre de choses. Mais il est évident qu'on n'est qu'au début de ce chemin. La Suisse a contribué à une prise en compte de la diversité, à une prise de conscience, mais il y a encore beaucoup à faire pour vraiment rendre les outils ainsi développés efficaces, opératoires, pour qu'on apprenne mieux dans la pluralité, comme nous y invitent certains penseurs, par exemple, qui disent que finalement c'est dans la diversité que se construit la connaissance. Mais cela, bien sûr, donc, ne résout pas tout. Et c'est un combat permanent, parce que chez nous, par exemple, récemment, donc vous voyez, on est en 2016, un canton, dans le canton de Soleure, un canton germanophone, il y a eu une loi votée dans un village, Kerkingen, pour interdire les langues étrangères dans la cour de récréation. Les élèves sont obligés de parler allemand, sinon les parents doivent payer une amende. De même, les cours de langue et culture d'origine d'italien et de portugais sont menacés. On vote régulièrement parce qu'un certain nombre de cantons alémaniques proposent de justement supprimer l'enseignement du français au primaire. Alors, le canton de Zurich, qui est le dernier à avoir voté, a voté massivement pour le maintien du français à l'école primaire. Et depuis, ça va clore toutes les discussions, puisque c'est le canton le plus important. Je vais passer sur les autres. Pour conclure, donc, ces quelques réflexions, ces quelques pistes que j'ai essayé de donner, sous forme de thèse, c'est un peu prétentieux, mais c'était pour provoquer un petit peu, puis pour essayer de lancer des idées nouvelles qui peuvent nous nourrir pendant ces 3 jours. Et elles montrent bien, je crois, l'importance et l'actualité de la thématique du congrès. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention.
et vous souhaite à tous un excellent congrès, en terminant à nouveau par un petit retour en Suisse sur une citation d'un autre auteur bien de chez nous et que j'aime beaucoup, qui est Ferdinand Ramu, que vous connaissez certainement, et qui a dit aussi très bien cette importance de la diversité et de la reconnaissance de cette diversité. Je vous remercie.